très heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Voilà les titres de ce journal. Aujourd'hui 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Cette année, le thème porte sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Dans un cadre d'apprentissage, vous verrez dans ce 13h au Bénin l'usage que les enfants font d'un téléphone portable, d'un ordinateur, mais aussi les avantages qu'ils en tirent. Choisir un sujet à sa convenance lors de la composition d'une épreuve de philosophie ou encore de français au baccalauréat est un casse-tête pour les candidats. Plusieurs critères déterminent le choix à opérer. À suivre dans cette édition, quelques astuces pour mieux appréhender ces épreuves. Le prix des tomates dans les marchés de Parakou connaît une flambée depuis quelques jours. Difficile de s'en approcher si on n'est pas prêt à débourser une fortune. Les précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Le monde célèbre ce 16 juin la Journée mondiale de l'enfant africain. Une occasion pour sensibiliser sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'éducation des enfants vivant en Afrique. La problématique au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain cette année est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Sur une idée originale de UNICEF Bénin, une équipe de Canal 3 est descendue dans une école voir les enfants dans un environnement du numérique. Reportage. Le numérique, un outil indispensable au XXIe siècle. Dans les usages, le téléphone portable et les ordinateurs sont les premiers accessoires qui viennent en tête de liste. Torikat est une écolière au CME à l'EPP Siquet Nord. Elle dit ne pas disposer d'un téléphone portable, mais avoue en faire usage. J'ai pris le portable de ma maman et on était en train de faire le jeu dans le téléphone de ma mère. On a regardé des jeux, on a téléchargé des jeux, on a regardé des films. Pour les plus jeunes, le téléphone portable est un outil avec lequel ils se familiarisent déjà et en tirent quelques avantages. C'était le téléphone de mon grand frère et j'ai fait photos, WhatsApp, appel et jeux. Faire des recherches sur ce qu'on a fait à l'école et ce que je n'ai pas compris. Pour les plus jeunes, le téléphone portable est un outil avec lequel ils se familiarisent déjà et en tirent quelques avantages. À l'école primaire publique de Siquet Nord à Cotonou, un centre numérique a été aménagé. Les écoliers de cette école ont la chance de découvrir l'outil numérique à travers les ordinateurs portables. Avec une quarantaine d'ordinateurs disponibles dans la salle, ils prennent du plaisir à l'initiation. Sur mon ordinateur aujourd'hui, je regarde une dessin animé qui s'appelle Kirikou. Maintenant, à part à l'école, tu as déjà eu la chance de toucher un ordinateur? Non. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu as appris à faire avec ton ordinateur? Qu'est-ce qu'on vous a appris? On nous a appris à nous servir de notre ordinateur et à bien utiliser ça. Si pour la plupart, l'usage d'un ordinateur ou d'un téléphone portable sans accompagnement d'un adulte n'est pas recommandé, ils s'y autorisent car pour eux, regarder les plus âgés le faire donne forcément envie. Quand on ne peut pas utiliser son portable, il y a des fois, ça me plaît d'utiliser ça, mais je ne peux pas. Pour cette 33e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain, cap est mis sur les droits de l'enfant africain dans l'environnement du numérique. D'une journée à une autre, la communauté internationale célèbre chaque 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang, des citoyens qui donnent de façon bénévole ce liquide vital pour sauver des vies. Mais qui peut être donneur de sang? Docteur François Alonso, directeur de la production, de l'assurance qualité et de l'homovigilance à l'Agence nationale de transfusion sanguine, répond. Toute citoyenne, tout citoyen âgé de 18 à 65 ans, pesant au moins 50 kilos et apparemment en bonne santé, peut être volontairement candidat au don de sang. Bon, quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas encore bien équilibré, quelqu'un qui est hypertendu, qui est sous traitement avec un médicament qu'il consomme régulièrement, que nous jugeons pouvant perturber, parce que circulant dans son plasma, pouvant perturber un niveau qui pourrait recevoir son sang, c'est une contre-indication, elle peut être définitive comme elle peut être temporaire. Donc il est notre mission de pouvoir
tenir compte de ces maladies pour préserver d'abord la santé du candidat, du potentiel donneur, afin que le prélevé ne soit pas préjudiciable à lui-même et préjudiciable au potentiel receveur. C'est pour cela que tout candidat qui se présente devant nous, nous ne vous rejetons pas d'emblée ou même a posteriori. Nous vous rejetons en vous disant que vous êtes désormais un recruteur pour nous, parce que vous pouvez parler dans vos communautés, dans votre famille, dans votre entreprise, quelque part, et nous aider à toujours recruter 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 6 personnes tous les jours que le bon Dieu fait, afin que nous puissions faire face à toutes les demandes exprimées en matière de transfusion sanguine. Nous sommes le 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. La communauté internationale a choisi ce jour de naissance du découvreur, celui qui a découvert, le médecin viennois qui a découvert le groupe sanguin, Karl Landsteiner, qui a découvert le groupe sanguin en 1905, qui a été prix Nobel de médecine, pour remercier nos donneurs de sang, tout ce qu'ils font. Et ils sont nombreux. Nous devons leur dire merci, merci pour tout ce qu'ils font, parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les jours ce que nous faisons comme transfusion sanguine. Oh bien. Merci aux institutions qui nous accompagnent. Merci aussi à l'État, parce que la transfusion coûte énormément cher. Nous avons besoin de plus en plus de moyens pour faire face aux coûts de plus en plus élevés en matière de réactifs, de consommables, d'infrastructures, d'équipements mobiliers et surtout de matériel logistique pour faire face à tout ce qu'il y a comme exigence, surtout les exigences en quantité et en qualité. Parce que nous devons atteindre l'objectif de l'OMS qui est de 1% de la population. Nous sommes presque à 12 millions, donc il nous faut 120 000 poches pour atteindre. Nous sommes déjà en 2022 à 104 230 poches prélevées en 2022. Nous avons projeté pour 2023 atteindre l'objectif de 110 000 poches. Bien qu'étant un geste facultatif et bénévole, le don de sang représente un geste qui sauve. Il n'est néanmoins pas accepté par tous. Plusieurs raisons poussent les citoyens béninois à hésiter. Nous retrouvons Dr François Alonso qui en énumère quelques-unes et rassure. Les Béninois ont tendance à écouter beaucoup plus les rumeurs. Les rumeurs qui disent que, 1, nous vendons le sang, nous ne vendons pas le sang, nous prélevons de façon volontaire et bénévole chez les candidats au don de sang, moins de 2000 litres de sang sur les 5 à 6 litres que vous avez en circulation. Et nous demandons à ceux qui doivent recevoir de faire une contribution pour la poche vide qui est de 2000 francs. Et alors que, vous savez, la poche vide, 1500 comme contribution et 500 francs pour le transfuseur, ça fait 2000 francs sur plus de 55 000 que nous dépensons pour pouvoir mettre à disposition ce sang. C'est ce qu'on appelle pour traiter ce sang afin que vous ne soyez pas en danger en matière de transfusion sanguine. Donc la transfusion sanguine coûte cher et l'État béninois paye en subventionnant tout ça là. Vous voyez, d'une moyenne de 55 000, le coût de revient d'une poche de sang, et on vous demande de contribuer de 2000 francs, et ça devient encore un problème. Et on nous accuse de vendre le sang. C'est vrai, le rêve aussi de tout Béninois, c'est que ce soit gratuit, comme les donneurs de sang offrent de façon gratuite. Ils souhaitent et ils insistent, le débat est toujours en cours, que nous puissions céder aussi à titre gracieux. Mais qui doit payer tout ça là? Troisième point sur lequel le débat aussi s'agrippe, c'est qu'on a tendance à dire que les banques de sang offrent la possibilité à des cybercriminels d'aller mettre sur une certaine déité, certaines divinités, donc que certaines catégories de jeunes ont tendance à avoir à domicile afin d'arnaquer tout le monde. Je dis que nos poches de sang ne vont jamais, ne pourront jamais se retrouver sur des déités. Parce que dans la poche vide, pour conserver nos poches de sang, dans la poche vide, il y a du sel qu'on appelle le citrate ou phosphate. C'est du sel en liquide sur lequel nous prélevons du sang pour conserver le sang, afin que ça reste dans les conditions liquides et bien conservé pour la transfusion sanguine. Et le sel ne va pas sur cette déité. Le sel ne va pas. Quelqu'un met du sel sur cette se retrouver à foudroyer, frapper d'une manière ou d'une autre par cette. Et
les interdits sont connus. Donc il ne faut pas que les gens se disent qu'ils peuvent se hasarder à venir chercher une poche de sang dans une banque de sang. Nous parlons éducation dans cette édition. Choisir un sujet à sa convenance lors de la composition d'une épreuve de philosophie ou encore de français au baccalauréat n'est toujours pas facile pour les candidats. Quels sont les critères qui déterminent le choix de son sujet et comment réussir à bien le traiter? Des réponses dans ce reportage de Leroux Bellou. Barnabé a 23 ans. Il a obtenu son bac en 2019. Aujourd'hui, il est étudiant. Il nous raconte comment il a traité son épreuve de philosophie au bac. Il faut avouer que ce n'était pas un choix effectué au préalable, quand même un choix effectué avant le démarrage effectif des épreuves. Mais lorsque j'ai reçu l'épreuve le jour-là, il a fallu que je lise toute l'épreuve dans son entièreté parce qu'on avait 2 sujets au choix. Il y avait le commentaire et puis la dissertation. Et pas fini, après maintes lectures, j'ai fini par choisir la dissertation. Ceci parce que, pas véritablement que je maîtrisais le sujet, mais parce qu'il y avait des thèmes clés du sujet que je maîtrisais déjà. Et comme j'avais les mots, je me suis dit qu'avec la dissertation, je m'en sortirais mieux. Cette méthode de choix n'est pas forcément la meilleure. Pour John Saïmiwe, professeur de philosophie au collège, le traitement d'une épreuve de philosophie au bac doit se faire selon un processus qui réunit plusieurs facteurs déterminants. Le candidat est confronté à un dilemme qui repose sur plusieurs facteurs. Il y a le facteur affectif. J'aime ou je n'aime pas ce sujet, j'aime ou je n'aime pas ce thème, j'aime cette notion, mais j'aurais préféré telle autre. Il y a un autre facteur qui entre en jeu, le facteur épistémologique. Est-ce que j'ai les connaissances requises? Est-ce que je maîtrise mon cours? C'est vrai, on n'apprend pas le cours de philosophie, on apprend à philosopher. Mais si je n'ai pas de connaissances, je ne maîtrise pas la notion sur laquelle porte le sujet, même si j'aime bien ce thème, je ne pourrai pas suffisamment traiter le sujet. Et donc il y a un troisième facteur qu'on appelle le facteur cognitif. Le critère cognitif, est-ce que je comprends réellement le problème que pose le sujet? On peut aimer une notion, on peut apprendre son cours, mais si on ne comprend pas le problème que pose le sujet, là, on va peut-être faire une récitation stérile de cours, on va faire un discours creux sans aborder essentiellement le problème philosophique que pose le sujet. Moi, je conseille aux candidats de tenir compte beaucoup plus du critère cognitif. Est-ce que j'ai compris le problème que pose le sujet? Le choix de sujet pour une épreuve de français doit se faire suivant le même rituel. Donc le candidat doit mettre l'accent. Je dis très humblement que des 3 exercices, à savoir la contraction de texte qui nécessite un background nécessaire, tout comme la dissertation également qui nécessite un background nécessaire, parce qu'en dissertation, par exemple, lorsque le candidat rate le problème posé, dans une certaine relativité, il rate également la construction du plan. À partir de ce moment, c'est un candidat qui va être noté sur 5, sur 6 ou 7. C'est-à-dire que c'est la fourchette de notes dans laquelle il va se retrouver. Par contre, en commentaire composé, qui est l'exercice le plus facile des 3? Le plus facile parce que ça se justifie. Le candidat ne sort pas du contexte du test qu'on l'a proposé. C'est là l'avantage du commentaire composé. Les épreuves du baccalauréat démarrent sur toute l'étendue du territoire national le lundi 19 juin prochain. Qu'elle soit première ou deuxième langue vivante, la composition d'une épreuve d'anglais à l'examen du baccalauréat peut se révéler difficile pour certains candidats. Difficile, mais pas insurmontable. Suivez dans cet élément des approches de solutions pour cerner et mieux réussir son épreuve d'anglais. Pour un candidat au bac, lorsqu'il s'agirait de composer l'épreuve, l'épreuve a deux parties. Une partie où on composerait la grammaire, ou une partie où l'épreuve, l'apprenant viendrait rédiger selon le sujet qui lui a été proposé. Il y a différentes thématiques, bien sûr. Parlons d'abord de la partie anglaise. Il réagirait suite à la lecture d'un test. Et donc, pour comprendre le test, aujourd'hui, il est proposé à l'apprenant un contexte par lequel il démarrerait. Il serait bon que l'apprenant prenne connaissance du contexte, parce que le contexte est écrit en français, une langue
que l'apprenant comprend le mieux, ce qui lui permet d'établir une jonction avec les différentes situations d'apprentissage étudiées en classe. Donc, la lecture de ce contexte permettra à l'apprenant déjà d'aller au contact avec son cahier de cours et de savoir probablement de quoi il s'agirait dans le test. Et donc, pour mieux s'imprégner des réalités du test, il serait judicieux que l'apprenant lise d'abord l'item 1. Et en lisant l'item 1, ce dernier comprendrait au mieux ou serait déjà un tant soit peu imprégné de ce dont on parlerait dans le test, quitte à lui permettre, en commençant par lire le test, de commencer par trouver des réponses déjà à ces derniers items. Mais je nous rappelle tous que pour lire un test et efficacement et aller vite, il faudrait que l'apprenant d'aujourd'hui commence par lire le test tout en ayant en main un crayon, ce qui lui permettrait de commencer par souligner les premiers détails qui lui permettraient de répondre aux items venant après. La grammaire n'est pas chose difficile. C'est les mêmes notions que nous avons apprises depuis la 6e sur lesquelles on reviendrait les évaluer. Donc, il leur faut faire le point de ce que nous avons appris depuis la 6e jusqu'en classe de première. On a refait le toilettage en terminale, c'est ça qui a fait que le cours est un peu densifié, sinon ce n'est que le toilettage. Maintenant, par rapport à la rédaction, que l'apprenant d'abord essaie d'utiliser les mots anglais. Il faudrait que l'apprenant évite d'utiliser dans la rédaction les mots français ou qu'il recopie le test. Parce que là, on veut voir la capacité de l'apprenant à réagir par rapport au problème qui a été posé dans la langue anglaise. Alors, je leur demanderai, pour réussir ce passage, cette partie du travail, de rédiger par eux-mêmes en utilisant les mots et les expressions qu'il faut. Sujet, verbe, complément de grâce. Je l'annonçais en titre à Parakou. Dans les marchés, les prix sont hors normes. Une situation mal vécue par les usagers. Difficile de s'approcher des tomates à fruits dans les marchés si vous n'êtes pas prêt à débourser plus que d'habitude. Reportage. La tomate est désormais vendue à 1500 francs CFA la boîte dans les marchés de la ville de Parakou. Une hausse qui ralentit l'écoulement de ce produit. Commerçants comme acheteurs, nul n'est épaillé par cette flambée vertigineuse du prix de la tomate qui oblige surtout les acheteurs à changer leur manière de faire les emplettes dans les marchés. Le panier, c'est à 25 000. Le tas, il y a les boîtes qu'on mesure 1500. Il y a le tas de 200, il y a le tas de 300. Mais il n'y a pas de tomate de 100 francs. La tomate est trop chère. Avant, c'était à 15 000, 13 000, 12 000. Le panier, la boîte là, avant, c'est 1000 francs. Il y a le tas de 100 francs, il y a le tas de 200 avant. Même maintenant, il n'y a pas. La tomate est chère. Il y a les clients qui achètent, il y a les clients qui n'achètent pas. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir acheter la tomate parce que la tomate est chère. Peut-être il y a les bonnes dames qui n'ont pas l'argent. Ils achètent tomate en boîte et un peu d'oignon pour préparer la soupe. Tomate varie. D'ailleurs, tomate est née en 1940. Elle varie bien, une chakité. Bon, on fait mes carrés de filles, on fait 5 000 euros de quoi. Nous, on a fait tant, chaki wo d'ailleurs. Quand nous concours, nous ça. D'ailleurs, nous ça concours, nous ça 400. Nous, nous ça 450. Si on a fait 25 000. Quelques mois en arrière, le tas de tomates se vendait à 100 francs CFA sur les étagères. Mais aujourd'hui, pour s'en procurer en quantité suffisante, les acheteurs se voient dans l'obligation d'aller au-delà de ce montant. D'autres, par contre, se contentent d'autoproduits en lieu et place de la tomate. C'est tellement cher qu'on est obligé de prendre beaucoup d'oignons et de piments augmentés et ajouter une petite quantité de tomates pour pouvoir faire la sauce. Sinon, il n'y a plus de tomates. Même dans le marché, il n'y en a plus. Ou bien c'est les tout petits qui sont très très acides qu'il y en a. Comparé à avant, ça ne peut pas m'avantager. C'est petit. L'autre secteur qui subit de plein fouet la hausse du prix de la tomate est celui de la restauration. Pour quelques promoteurs de bars-restaurants, la situation est si claire que des solutions sont déjà envisagées pour pallier au pire. Bon, c'est une situation qui vient pratiquement entre la période de sécheresse et la période de pluie. D'accord, donc c'est une situation récurrente qu'on connaît déjà.
et on s'adapte à ça. Parce qu'on sait que déjà dans la période que ça doit arriver. Donc on s'adapte à ça. Bon, la situation s'explique par rapport à plusieurs facteurs. Premièrement, chaque année en début de saison pluvieuse, que ce soit la tomate et la laitue, on est confronté à un manque sur le marché. Premièrement parce que c'est le bassin du fleuve Niger qui fournit le marché de Parakou. Et avec le début de la saison des pluies, il y a la montée des eaux, ce qui peut être la principale raison. Cette flambée du prix de la tomate dans la ville de Parakou impacte le quotidien des ménages. Ajouté à la hausse du prix de l'oignon qui était perçu comme une alternative, les acheteurs ne savent plus à quel sein se vouer. La production de la tomate connaît une baisse importante en cette période et son prix a aussi grimpé dans les zones de production et le transport vers les lieux de vente n'est pas aussi aisé. Du coup, les commerçants disent être dans l'obligation de jouer sur les prix habituels pour l'harmoniser à leurs dépenses, même si cette solution ne semble pas soulager leurs peines. L'Office béninois des sports scolaires et universitaires a procédé ce mercredi 14 juin 2023 au lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la deuxième saison consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées et qui prend en compte le sport féminin et masculin. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. L'essai est une tradition et le geste symbolique. Pour le lancement de la 10e édition des Jeux universitaires, les cadres du ministère des Sports, les responsables de l'OPSU et ceux du COS se sont prêtés à l'exercice. Ils l'ont fait sans de l'à peu près. Après le football, ils sont allés au basket, puis au handball. Ce que nous souhaitons, c'est que les talents s'expriment dans le fair play. Dans le fair play parce que dans la brutalité, on ne réussit pas grand-chose. Et donc nous avons conseillé aux athlètes de nous montrer ce dont ils sont capables, mais en gardant à l'esprit les règles du jeu. La compétition se déroule dans 5 zones prédéfinies. Elle regroupe les universités publiques et privées du Bénin dans 4 disciplines, le football, le handball, le basketball, l'athlétisme, aussi bien chez les hommes que chez les dames. La particularité de cette année, c'est qu'on a eu plus d'engouement que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu au total 58 universités. Mais cette année, nous nous retrouvons à 66 universités. Et nous été la clôture du dépôt des dossiers et les tirages. Nous serons autour de 70 universités, voire 75 universités. Parce que d'autres universités sont venues après qu'on ait fait les tirages. C'est la preuve que le sport universitaire déchaîne les passions désormais au Bénin. C'est parti pour 2 semaines de compétition pour le compte de la phase zonale. Sur le plan organisationnel, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces 10e Jeux universitaires du Bénin. Nous sommes convaincus davantage qu'à l'université, il y a des talents. Il y a des talents à l'université de sorte qu'on peut compter sur l'université aussi pour nourrir nos équipes nationales, pour nourrir nos clubs et pour que le Bénin de demain fasse des merveilles aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Au coup d'envoi, l'équipe de la FAST a affronté celle de la FSA au football. L'IFRI et ENSA sont mises aux prises pour la première journée du basketball féminin et pour finir, la FLAC en découle avec les PAC au niveau du handball. Sur ces notes sportives se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 à 16h et à 19h30.